Bonjour et bienvenue dans cette section numéro 12. Dans cette unité, nous portons notre attention sur la mise en œuvre des débits environnementaux. Au cours du dernier mois, nous avons appris à connaître les sciences biophysiques et sociales qui sous-tendent les débits environnementaux, une série de méthodes d'évaluation des besoins en débits environnementaux et l'importance d'impliquer les parties prenantes dans le processus d'évaluation. Maintenant que nous avons les recommandations en main, nous allons examiner les instruments et les mécanismes couramment utilisés pour mettre en œuvre les débits environnementaux dans la gestion des ressources en eau, idéalement dans le cadre d'une gestion intégrée des ressources en eau. Nous commencerons par examiner la mise en œuvre des débits pour les barrages, ce qui exige que nous apprenions d'abord quelque chose sur les barrages eux-mêmes, notamment leur nombre, leur type, leur objectif, ainsi que les instruments disponibles pour influencer leur fonctionnement et la fourniture des débits d'eau. Dans l'unité 1, nous avons appris l'étendue de la fragmentation des rivières et de la régulation du débit causée par environ 6400 grands barrages actuels, 3400 grands barrages prévus pour construction dans les années à venir dans le monde. Vous avez vu ce chiffre dans l'unité 1. Elle présente les effets de ces barrages sur la connectivité et le débit des rivières au cours des siècles derniers et dans un avenir prévisible. L'impact potentiel sur la connectivité provient de l'effet de barrière des barrages qui bloquent les migrations des organismes fluviaux, mais perturbent également les débits des sédiments, de nutriments, de matières organiques particulières et d'autres substances biologiques dérivant comme les graines et les œufs. Si les solutions à cette fragmentation des rivières nécessitent des actions allant bien au-delà de la mise en œuvre des débits environnementaux, dans ce cours, nous examinerons les actions de mise en œuvre qui concernent les deux aspects. L'impact potentiel des barrages sur les débits des rivières est présenté par un indice de régulation des rivières calculé comme une valeur moyenne pondérée, puis calculé par bassin, de la proportion du volume de débit annuel d'une rivière qui peut être retenue par un réservoir ou un groupe de réservoirs dans un bassin. Voir le document de Lehner et autres documents pour plus de détails. Ce facteur est fortement influencé par le volume des réservoirs derrière les barrages. Dans des cas extrêmes, comme le lac Meade et Powell sur le fleuve Colorado, les réservoirs peuvent stocker environ 2 ans d'apport. Dans ce cas, l'impact est considéré comme sévère si le stockage du bassin est de 60% ou plus du débit annuel. Notez que j'ai déjà fait référence à l'impact potentiel sur la connectivité et l'impact potentiel sur les débits, car la nature et le degré d'impact dépendent de la situation, de la conception et du fonctionnement du barrage. Toutefois, nous avons aussi appris que tous les barrages ne se ressemblent pas. La Commission internationale des grands barrages tient une base de données de plus de 58 000 barrages de plus de 15 mètres de haut et qui retiennent plus de 3 millions de mètres cubes. Les données sur les objectifs de barrage indiquent que environ la moitié sont à usage unique, bien que ces objectifs varient, comme le montre la figure et sa légende. Une plus petite portion de barrages sont d'usage multiple et sont appelés les barrages à usage multiple, mais les chiffres sont encore importants. Nous ne devons pas non plus oublier qu'il existe des millions de petits barrages dans le monde. L'irrigation est l'objectif le plus courant des grands barrages à vocation unique, suivi de l'énergie hydroélectrique, de l'approvisionnement en eau et de la lutte contre les inondations. L'irrigation est également l'objectif le plus courant des grands barrages polyvalents, suivi de plus près par la lutte contre les inondations, l'approvisionnement en eau et ensuite l'énergie hydroélectrique. Un grand nombre de barrages pour l'irrigation et l'hydroélectricité sont à usage unique, tandis que les barrages pour la lutte contre l'inondation et l'approvisionnement en eau sont à usage multiple. Ces relations entre les usages individuels
et la tendance à favoriser des barrages à usage unique ou polyvalent sont pertinentes pour la mise en œuvre des débits environnementaux, car chaque utilisation correspond à un secteur d'utilisation de l'eau différent avec ses propres cadres juridiques et l'ampleur et le calendrier des besoins en eau. En ce qui concerne les types de barrages, la plupart sont des barrages en terre, suivis par des proportions égales de barrages en enrochement et des barrages poids. Beaucoup moins de barrages sont de type contrefort ou arche, mais certains d'entre eux sont de grands barrages exerçant un impact important sur les rivières qu'ils endiguent. Comme mentionné dans la diapositive 2, l'impact potentiel de tout barrage sur le régime d'écoulement en aval dépend du volume de stockage derrière ce barrage par rapport au débit de la rivière. Les barrages créant des réservoirs avec un stockage important sont appelés barrages de stockage. Le stockage d'un grand volume d'eau par rapport au débit entrant du fleuve permet aux gestionnaires de l'eau de dicter le régime d'écoulement en aval en fonction de l'objectif du barrage. Les débits de crue peuvent être captés et stockés pour une utilisation ultérieure pendant les saisons sèches ou même entre les deux saisons. Les barrages de stockage qui n'ont pas pris en compte les débits environnementaux dans leur conception ou leur fonctionnement nécessiteront probablement le plus grand nombre de réaménagements, voire de modifications pour pouvoir fournir des débits environnementaux. Les barrages qui retiennent un petit volume d'eau par rapport au débit du fleuve sont appelés les barrages au fil de l'eau. Ils sont courants pour la production d'énergie hydroélectrique de base et pour détourner l'eau des rivières vers des canaux d'irrigation. Les barrages au fil de l'eau à usage unique pour l'hydroélectricité sont généralement conçus pour détourner environ 100 à 150% du débit moyen de la rivière par les turbines. Comme les barrages ne sont généralement pas très hauts, les eaux détournées sont normalement transférées par un tunnel ou un canal de quelques kilomètres en aval afin de maximiser la différence de hauteur de chute et le potentiel hydroélectrique associé. Cela permet de créer des tronçons asséchés entre les barrages et le point situé après la turbine où le débit est restitué à la rivière. En dessous de ce point, l'impact du régime d'écoulement sera mineur, à moins que la dérivation n'ait franchi une limite de bassin et soit déversée dans une autre rivière. Si les barrages au fil de l'eau détournent de l'eau pour l'irrigation ou d'autres fins de consommation, les débits en aval peuvent encore être gravement affectés, en particulier lors de débits plus faibles où le débit de détournement du barrage peut dépasser le débit de la rivière. J'aimerais maintenant mentionner brièvement les digues comme une autre forme d'infrastructure ayant un impact sur les régimes d'écoulement et la connectivité des corridors fluviaux. Les levées et les digues sont des remblais qui concourent sur la longueur d'une rivière et qui sont généralement destinés à protéger les terres adjacentes, les anciennes plaines inondables, contre les inondations. Cette photo sur la diapositive est prise aux Pays-Bas où les rivières sont très bien aménagées. Les digues empêchent la montée des eaux de se déverser dans les plaines inondables et les dirigent donc vers l'aval à des niveaux non naturels. Elles isolent également les organismes fluviaux des habitats critiques des plaines inondables. Le déplacement des levées et des digues des rivières pour permettre l'augmentation des inondations et des habitats inondés est une mesure de restauration appliquée aux Pays-Bas et dans d'autres parties de l'Europe et du monde. Cette photo sur la diapositive présente la rivière Ixelles, où une nouvelle digue de 2 km a été construite à 300 mètres de la rivière. Un autre moyen d'obtenir plus de place pour la rivière consiste à supprimer les digues et à permettre l'inondation des terres agricoles. Dans ce mécanisme,
les agriculteurs sont indemnisés pour les pertes de récolte par le biais de servitudes. Ces mesures rétablissent la connectivité latérale, ouvrent de nombreux habitats dans les plaines inondables et atténuent plus naturellement les ondes de crue. Pour revenir aux barrages, nous avons vu qu'il existe de nombreux types et qu'ils sont exploités à des fins uniques ou multiples. Il est également important de reconnaître que les barrages sont des éléments de grande valeur dans les systèmes de gestion de l'eau liés à la santé et à la sécurité publique, à l'approvisionnement alimentaire, à la production d'énergie, au marché économique et de plus en plus à la gestion de l'environnement. Les changements apportés à l'exploitation des barrages et des réserves et des réservoirs auront donc une incidence sur l'équilibre des services fournis par les barrages à ces secteurs et nécessiteront probablement des ajustements plus importants dans ces secteurs. Voici une photo du barrage Hume du fleuve Murray en Australie. La construction du barrage a commencé en 1919. Il mesure plutôt 51 mètres de haut et est un mélange d'un barrage poids en béton et de 4 digues en terre. Vous remarquez sur l'image Google Earth que le barrage produit un grand réservoir de stockage contenant plus de 3 millions de mégalitres et ayant une superficie de plus de 200 km². Avec un réservoir de cette taille, le barrage de Hume est en mesure d'influencer fortement le régime d'écoulement de la rivière Murray et de choisir la quantité d'eau à libérer et le moment de déterminer le régime d'écoulement en aval. Le barrage et le lac Hume sont utilisés comme atténuation des inondations, l'énergie hydroélectrique, l'irrigation, l'approvisionnement en eau et plus récemment la conservation de l'environnement. En raison de l'achat d'eau environnementale que vous avez appris dans ce cours, une quantité importante de l'eau du lac Hume est destinée à l'environnement. En conséquence, les règles d'exploitation du barrage ont été modifiées en février 2017 pour intégrer officiellement les lâchers d'eau environnementaux. J'ai placé une description de ces changements de règles dans le matériel de lecture supplémentaire pour cette unité de cours. Une situation très différente est celle du barrage Schucoul sur l'Indus. Le barrage est une infrastructure au fil de l'eau construite en 1932 pour détourner l'eau vers un réseau d'environ 10 000 km de canaux d'irrigation sur 30 000 km² et de 30 000 km² de champs agricoles. Il se compose d'un mur de soutènement en pierre et en fer contenant 66 vannes de sortie, chacune d'une largeur de 18 mètres, qui peuvent être ouvertes et fermées pour réguler les débits. En période de faible débit, le barrage peut dériver ou dévier la majorité du débit de la rivière, tandis qu'en période de crue, les vannes sont ouvertes pour acheminer les eaux de crue et les sédiments en aval le plus rapidement possible. Les inondations destructrices sont un problème récurrent le long du fleuve Indus et les défenses contre les inondations consistent principalement en des digues pour protéger les zones inondables et en des barrages qui peuvent être ouverts complètement pour acheminer l'onde de crue en aval. Le barrage est actuellement en cours de réhabilitation grâce à un financement de la Banque mondiale et les débits environnementaux sont pris en considération. Cette mesure vise à contribuer à la protection et au rétablissement des populations de dauphins de l'Indus, dont le nombre a diminué et qui ont même disparu de certaines parties du fleuve entre le barrage et le fleuve. Le barrage de Morlos est un autre ouvrage de dérivation, mais il a la particularité d'être le dernier barrage sur le fleuve Colorado. Il se trouve entre la frontière des États-Unis et du Mexique et est exploité par les autorités mexicaines pour détourner les dernières gouttes d'eau du fleuve Colorado
vers les champs agricoles du delta du fleuve Colorado. La plupart des années, le fleuve n'atteint pas la mer et aucune exigence d'IFLO n'est appliquée à l'exploitation du barrage. Mais en 2014, le Mexique et les États-Unis ont convenu d'un lâcher expérimental de 130 millions de mètres cubes d'eau pour rétablir les débits des 100 derniers kilomètres du fleuve Colorado et pour en étudier les effets. Cela servira de base au futur lâcher d'eau pour aider à restaurer le delta du fleuve Colorado. L'eau pour la pulsation a été libérée du lac Mead derrière le barrage Hoover et s'est écoulée sur plus de 500 km jusqu'au barrage Morelos. Vous trouverez une vidéo et un article de National Geographic dans les documents complémentaires de cette unité, si vous voulez en savoir plus. Dans ces quelques cas que j'ai présentés, nous avons vu des exemples des différents mécanismes permettant de modifier le fonctionnement des barrages existants, même ceux construits il y a près d'un siècle, pour mettre en œuvre les débits environnementaux. Le fonctionnement des barrages de Hume a été modifié dans le cadre de la mise en œuvre du plan Murley-Darling. Les opérations du barrage Choukou sont modifiées dans le cadre d'un important programme de réhabilitation financé par la Banque mondiale et le fonctionnement du barrage Morles a été modifié, même si ce n'est que brièvement, grâce à un accord entre le Mexique et les États-Unis. La mise en place de débits environnementaux pour les barrages dépend des mécanismes et opportunités tels que ceux qu'on vient de présenter. Ceux-ci représentent des points de décision, de gestion ou de changement. Étant donné que la plupart des barrages, et certainement les plus grands barrages, sont soumis à des réglementations d'une autorité gouvernementale, les points de décision de gestion les plus courants et les plus récurrents sont associés à l'octroi de licences pour les barrages. Les licences doivent être acquises au moment de la construction du barrage et dans la plupart du pays, elles doivent également être renouvelées tous les 20 ans à 50 ans. Les grands travaux de réhabilitation peuvent également offrir des possibilités de changement, comme nous l'avons vu sur le barrage Choukou. De tels points de décision exigent souvent la présentation d'évaluations d'impact environnemental et social, démontrant que le demandeur de licence a examiné ces questions de manière approfondie et a intégré des mesures d'atténuation dans le cadre de la réhabilitation proposée et de la poursuite de l'exploitation. Vous en apprendrez beaucoup plus sur les EIES lors du cours donné par Angeles au cours de cette unité. Alors, laissez-moi juste vous dire quelques mots sur les licences et aussi sur l'influence potentielle des banques de développement multilatérales et de plus en plus des alliances du secteur privé. Je vais utiliser un exemple de renouvellement de licence pour l'hydroélectricité. Aux États-Unis, tous les barrages hydroélectriques sont réglementés par la Federal Energy Regulatory Commission, même si plus de 80% des barrages hydroélectriques ne sont pas détenus ou exploités par le gouvernement. Le processus de renouvellement des licences prend de 5 à 10 ans et se répète tous les 30 ans. Le renouvellement des licences met fortement l'accent sur les précautions environnementales et sociales et comprend un processus public dans le cadre duquel les parties prenantes peuvent demander que des études détaillées soient menées pour évaluer l'impact du renouvellement des licences sur les sols, la qualité de l'eau, les poissons, la faune, la culture, les loisirs, l'esthétique, l'utilisation des terres et des ressources tribales. En ce qui concerne les débits environnementaux, la Federal Energy Regulatory Commission exige que les études utilisent des méthodes généralement acceptées par la communauté scientifique et la méthode d'augmentation du débit d'eau que vous avez appris au cours de l'unité 10 est mentionnée explicitement. Des processus similaires d'octroi de licence et de renouvellement de licence existent
dans de nombreux pays du monde où des quantités importantes d'énergie hydroélectrique sont déjà installées. Bien que le renouvellement des licences ne soit que peu fréquent, c'est un processus sérieux que toutes les exploitations de barrages hydroélectriques doivent finalement suivre. Il s'agit donc d'un point de décision crucial où les débits environnementaux peuvent être intégrés dans les règles d'exploitation des barrages. Au cours des dernières 50 années, les banques multilatérales de développement ont joué un rôle important dans l'orientation et le financement du développement dans de nombreux pays, en particulier ceux destinés à la construction de nouveaux barrages dans les années à venir. Chaque banque a mis en place des garde-fous pour minimiser les impacts sociaux et environnementaux négatifs des projets qu'elle soutient. Elles fournissent également des documents d'orientation aux demandeurs afin de les aider à respecter les normes de protection bancaire. Et la plupart des banques offrent désormais des conseils relatifs aux débits environnementaux. Ces trois documents d'orientation font l'objet d'une lecture complémentaire pour cette unité. Les recommandations relatives aux débits environnementaux sont généralement incluses parmi les mesures d'atténuation dans les évaluations d'impact environnemental et social. Aujourd'hui, l'importance et l'influence des banques de développement s'amenuisent à mesure que les sommes les plus importantes de capitaux du secteur privé sont investies dans les régions du monde en développement. Nombre de ces nouveaux projets à financement privé ne seront soumis qu'aux politiques et réglementations nationales des pays où ils sont construits. Les normes environnementales varieront donc beaucoup d'un pays à l'autre. Dans de nombreux cas, elles seront moins strictes que celles des banques ou des pays plus développés. Comme moyen d'autorégulation, de nombreuses nouvelles initiatives ont été lancées pour mettre en place des normes et des protocoles volontaires que les entreprises du secteur privé acceptent de suivre dans leurs projets. Le protocole d'évaluation de la durabilité de l'hydroélectricité, élaboré par l'Association internationale de l'hydroélectricité, en coopération avec un forum de parties prenantes diverses, est un exemple éloquent. Le HSAP s'intéresse à plus de 20 termes de durabilité englobant les composantes sociales, environnementales, économiques et techniques des barrages et réservoirs au cours de 4 étapes de développement. Les étapes considérées du stade initial à l'exploitation sont indiquées en haut à droite de la diapositive. Les différents sujets sont énumérés de P1 à P23. Notez que P23 correspond au régime d'écoulement en aval. Les barrages sont notés pour chaque sujet sur une échelle de 1 à 5, 1 indiquant qu'il existe des lacunes importantes par rapport aux bonnes pratiques de base, 3 indiquant que les bonnes pratiques de base sont prises en compte et 5 indiquant les meilleures pratiques éprouvées. Le graphique en forme d'araignée présenté à droite illustre le score de chaque sujet sur un seul graphique. Notez que dans le cas, le terme du régime d'écoulement en aval, P23, est noté comme une bonne pratique éprouvée. La notation prend en considération 1. Si une évaluation de débit sur le terrain a été réalisée et si les débits environnementaux ont été recommandés pour différents objectifs environnementaux, sociaux et économiques. 2. Si des processus de gestion sont en place pour assurer le régime de débits environnementaux en aval. Contrôler que les objectifs sont atteints et anticiper une réponse aux pratiques et opportunités émergentes. 3. Si les parties prenantes ont été correctement impliquées et ont une capacité permanente à soulever des questions sur les débits en aval et à obtenir un retour d'information. La conformité totale et le respect des meilleures pratiques éprouvées sont attendus si les barrages doivent maintenir leur score élevé. Le protocole d'évaluation de la durabilité de l'hydroélectricité a été publié en 2010 et a été généralement bien accueilli
par les principales entreprises du secteur hydroélectrique, mais l'adoption et la mise en œuvre du protocole dans les projets du monde entier ont évolué plus lentement. Il reste donc à voir si les initiatives menées par les industries comme celle-ci réussiront à élever le niveau de mise en œuvre des débits sur le terrain. Nous sommes ici à la fin de ce cours et nous avons 4 messages essentiels que nous pouvons retenir. Le premier est que nous avons appris que les barrages peuvent être exploités à des fins uniques ou multiples. Le plus souvent pour l'irrigation, l'énergie hydroélectrique, l'approvisionnement en eau, la lutte contre les inondations, la navigation, les loisirs et la conservation de l'environnement. 2. Une distinction essentielle pour la mise en œuvre des débits environnementaux est la question de savoir si les barrages servent à retenir de grands réservoirs de stockage ou s'ils fonctionnent au fil de l'eau. Les barrages de stockage ont un plus grand potentiel de modifier toutes les composantes du régime d'écoulement d'une rivière, y compris l'élimination des pics d'inondation. Les projets hydroélectriques au fil de l'eau, quant à eux, ont des effets moindres sur les régimes d'écoulement en aval et sur les débits environnementaux de retour. Mais les dérivations au fil de l'eau pour l'irrigation ou d'autres usages de consommation peuvent avoir un impact important sur les niveaux d'écoulement des moyennes et faibles rivières. 3. Les points de décision de gestion les plus importants pour l'incorporation des débits environnementaux dans l'exploitation des barrages ces points se situent au moment de l'octroi de la première licence ou du renouvellement de la licence. Ces occasions ne se présentent pas souvent, mais presque tous les barrages y sont soumis. Les financiers comme les banques multilatérales de développement facilitent également la mise en œuvre des débits environnementaux dans leur processus d'approbation des projets, mais leur influence diminue. Le secteur privé a pris quelques mesures positives pour s'engager conjointement à mettre en œuvre au moins les bonnes pratiques et de préférence les meilleures pratiques pour la mise en œuvre des débits environnementaux. Mais il reste à savoir si ces initiatives réussiront. Merci.